Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer au cas de Monsieur Pain. Donc, Monsieur Pain est un journaliste qui travaille pour France Info. Donc, il est donc payé avec l'argent public, bien entendu. Comme la majorité des journalistes d'ailleurs, hein, qu'ils soient du privé ou du public. Il faut savoir que les subventions à la presse sont telles en France que la plupart des journalistes sont en réalité des fonctionnaires d'État. Donc, c'est bien entendu le cas pour Monsieur Pain, qui travaille donc pour France Info, dans un service spécifique puisqu'il fait de la désintox, c'est-à-dire qu'il combat les fake news. Donc on va s'intéresser un peu à ça parce que c'est un peu ironique, vous allez voir. C'est quelqu'un qui donc prétend nous apporter la vérité à nous pauvres gueux que nous sommes. Nous sommes incapables de discerner le vrai du faux. Il nous faut donc des gens payés par l'État, donc payés avec nos propres sous, pour nous dire ce qu'il faut penser en fait, tout simplement. Donc récemment, Monsieur Pain s'est attaqué à plusieurs mythes entre guillemets, donc le mythe du grand remplacement, hein, donc on en parlera plus tard. Et ce qui m'intéresse plus, c'est le mythe de la carte du QI. Vous allez voir, c'est très intéressant. Je vous invite d'abord à aller voir la vidéo de Monsieur Pain sur le sujet, parce que sinon vous n'allez pas comprendre grand-chose de ce que je vais dire. J'ai décidé de ne pas inclure beaucoup d'extraits, parce que j'ai peur effectivement qu'il y ait des copyright claims sur ma vidéo. Donc moi, je vais essayer de parler le plus longtemps possible et de laisser un petit peu Monsieur Pain s'exprimer, mais le mieux pour vous, c'est d'aller voir d'abord la vidéo de Monsieur Pain. Alors parlons un peu d'abord du média, donc France Info. Pour moi, c'est un petit peu comme France Culture, c'est-à-dire que ça devrait plutôt s'appeler Anti-France Intox, pour moi, France Info, de la même manière que France Culture devrait s'appeler Anti-France Inculture, puisque il n'y a rien de lié à la France là-dedans, c'est simplement des médias de propagande de l'État républicain. Il faut déjà faire la différence entre ce qu'est la France et ce qu'est l'État républicain français. C'est pas la même chose. La France existe depuis plus de 1000 ans. L'État républicain français existe dans cette forme depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu d'autres formes avant, il y a eu d'autres changements de régime, mais la Révolution française n'a pas fait la République telle qu'on la connaît aujourd'hui. Elle a fait une partie des institutions. De toute façon, ça n'est pas le débat aujourd'hui, c'était simplement une petite intro que je voulais faire. Donc, Anti-France Intox, le média pour lequel travaille Monsieur Pain, et donc un média public payé avec vos impôts, on en a déjà parlé. Voilà. Maintenant, passons au vif du sujet. Donc, Monsieur Pain, bien entendu, part du postulat que la carte du QI, lorsqu'elle est présentée telle qu'elle, elle est faite pour donner aux gens l'impression qu'il y a des différences entre les peuples. Alors, incroyable, me direz-vous, hein, c'est tout bonnement incroyable de penser en 2020 qu'il puisse y avoir des différences physiologiques, psychologiques. C'est pas comme s'il y avait eu 30 ans de génétique à disposition pour nous prouver que non, on est effectivement tous pareils en fait, on est tous interchangeables. Tout le monde est exactement pareil. D'ailleurs, c'est pour ça que, en fait, tout n'est qu'une question de couleur de peau et de phénotype en fait. Tout est question de couleur de peau et de phénotype. Il n'y a pas de question de groupe sanguin, il n'y a pas de question de haplogroupe, il n'y a pas de question de mitochondrie, il n'y a pas de question euh, de cluster génétique. Ça n'est pas de la science. Tout ça, c'est ce que les gens de gauche appellent la science raciste. C'est-à-dire, ce n'est pas de la science. Voilà. La véritable science, c'est celle qui s'occupe du réchauffement climatique. La sociologie, c'est de la science, mais la biologie, c'est pas tellement de la science. En tout cas, aux yeux des gens comme Monsieur Pain. Donc on va en discuter un petit peu. Moi, je connais le sujet. C'est ça qui va être un peu problématique pour Monsieur Pain. C'est que la biologie, je connais. Ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais je suis très renseigné sur le sujet et j'ai lu un nombre d'études conséquents sur ce sujet. Probablement beaucoup, 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 beaucoup plus que Monsieur Pain. Donc on va en discuter. Pour finir cette introduction, je voudrais m'excuser tout d'abord du nombre d'anglicismes et de mots anglais que je vais utiliser. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles en fait je vais utiliser des mots anglais. La première, c'est que je vis moi-même dans un pays anglophone et je ne pratique plus beaucoup le français. Ça fait des années que je ne suis plus en France et au jour le jour, j'utilise l'anglais. C'est-à-dire que là, je fais un effort en fait pour vous parler français alors que c'est ma langue maternelle. Il y a la deuxième raison, c'est que la majeure partie des études
sur ce sujet sont en anglais. La majeure partie des études scientifiques, en fait, sont en anglais tout court. Mais en tout cas, dans ce sujet, ben, forcément, c'est en anglais également. Donc, si j'utilise des mots en anglais, c'est parce que parfois je ne connais pas l'équivalent français. Et pour éviter de dire des bêtises ou de dire des choses qui ne sonnent pas très bien, bah, je vais utiliser tout simplement le mot anglais. Et pour contrer ça, entre guillemets, je vais mettre le mot anglais également dans la vidéo pour que vous puissiez voir, vous puissiez copier-coller, aller voir sur Google l'équivalent français ou la définition. Parce que alors ma prononciation n'est parfois pas terrible et également enfin pas forcément tous anglophones. Donc le postulat de départ de Monsieur Pain, c'est que cette carte, la fameuse carte du QI, elle est raciste. Alors d'accord, on peut la lire de cette manière, on peut penser, oui effectivement cette carte elle est un peu raciste quoi. Le problème c'est que ça ne l'invalide pas en fait. Dire que quelque chose est raciste, ça ne veut pas dire que quelque chose est faux. Surtout d'un point de vue scientifique en fait. Ça ne. Alors je sais que dans la psyché collective, notamment en France, le mot racisme est très mal connoté. Et donc, apposer le mot raciste quelque part, c'est un peu le décrédibiliser. Mais d'un point de vue purement scientifique, en fait, ça pourrait être raciste, ça n'invalide pas les faits, en fait. C'est ça le problème que va avoir Monsieur Pain tout au long de sa vidéo, c'est qu'il va essayer, en fait, plutôt que d'invalider la réalité de cette carte, il va essayer un petit peu de le faire, mais ça va être très rapide et il va vite survoler ça parce qu'en fait, c'est très difficile de prouver le contraire de cette carte. C'est-à-dire que de prouver que tout le monde est égaux, c'est très compliqué, surtout d'un point de vue biologique. Donc Monsieur Pain va utiliser toute une série de techniques qui vont lui permettre, en fait, plutôt que d'invalider les faits qui sont soulevés par cette carte, d'invalider en fait le fait même de mettre la carte, de créer cette carte en fait. Donc plutôt que de s'attaquer à chacune des études qui constituent cette carte, ce qu'il ne peut pas faire en réalité, puisque toutes les études sur lesquelles sont basées cette carte sont citées et sont tout à fait sérieuses. Donc puisqu'il est incapable de s'attaquer au fond, il va s'attaquer donc à la forme. Et donc la forme, c'est cette carte. C'est-à-dire que euh, le fait de mettre toutes ces études dans une carte, c'est ça qui va lui poser problème. Et c'est sur ça qu'il va se focaliser. Il est très important dans la science de faire plusieurs choses. Répéter les études de façon à répéter les résultats, ou non d'ailleurs. Il est également important de mettre en lien les études. Et ça pose beaucoup de problèmes à Monsieur Pain. Il ne veut pas qu'on mette en lien les études. Les études doivent être faites chacun de leur côté, et les résultats de ces études ne doivent jamais être confrontés. C'est ça qu'il nous dit essentiellement en disant que cette carte n'est pas scientifique. Il n'en sait rien, Monsieur Pain. Monsieur Pain est un journaliste, c'est un littéraire. Il n'a jamais tenu un bouquin de biologie de sa vie dans les mains, Monsieur Pain. Monsieur Pain ne sait pas ce qu'est un haplogroupe. Monsieur Pain ne sait pas ce qu'est un cluster génétique. Alors tout d'abord, il faut partir du postulat que Monsieur Pain est de bonne foi. Ce que je pense être le cas. Je pense que Monsieur Pain est de bonne foi. C'est-à-dire qu'il ne dit pas ça pour nous tromper, je pense qu'il est convaincu que c'est vrai. Alors, pas de problème, il y a des gens qui sont convaincus que la Terre est plate, comme il le dit lui-même. Donc, ce n'est pas non plus, ça n'est pas non plus incroyable de voir qu'il y a des gens qui nient l'évolution, en fait, tout simplement. Puisque Monsieur Pain ne le sait pas, mais il fait partie de cette catégorie qu'on appelle les secular creationists, c'est-à-dire les créationnistes athées, ou les créationnistes laïcs. Il ne s'appuie pas sur une religion, mais il s'appuie sur le créationnisme. La nature n'a jamais fait dans l'égalité. Deux êtres humains ne sont pas égaux, et deux espèces différentes ne sont pas égales. Il n'y a pas d'égalité entre la gazelle et le lion. Il n'y a pas d'égalité entre la mouche et la baleine. C'est ainsi. La nature ne connaît pas l'égalité. La nature connaît par contre la diversité. Effectivement. Il y a une diversité d'espèces dans la nature, il y a une diversité de sous-espèces dans les espèces, et il y a une diversité de phénotypes dans les sous-espèces. Intéressant. La nature ne connaît ni l'égalité, ni l'équité. Par contre, elle connaît la diversité et la différence. Alors comment est-ce que cette diversité se crée? On va prendre l'exemple des sous-espèces, tout simplement, parce que c'est le plus probant. Les sous-espèces, ce sont des groupes distincts d'une même espèce qui
par leur isolation géographique, développent des traits légèrement différents. Les sous-espèces sont toujours capables de se reproduire. C'est-à-dire que au sein d'une même espèce, deux sous-espèces sont tout à fait capables d'avoir des enfants, et ces enfants seront également capables d'avoir des enfants. Contrairement aux hybrides interespèces. Les hybrides interespèces sont pour la plupart stériles. Si vous prenez un cheval et un âne, vous aurez une mule, et la mule sera stérile. Donc elle ne sera pas capable d'avoir ses propres enfants. Voilà. Donc cet hybride n'est pas viable d'un point de vue long terme génétique. Il faut absolument, pour refaire des mules, il faut absolument de nouveau des chevaux et de nouveau des ânes. Ça n'est pas le cas des sous-espèces. Les sous-espèces peuvent crossbreed, donc peuvent avoir des enfants. Voilà, tout simplement. En revanche, il y a ce phénomène qu'on appelle la divergent evolution. La divergent evolution, ça veut dire que plus on va laisser de temps à ces sous-espèces séparées par des milieux géographiques différents, plus elles vont tendre à devenir en fait tout simplement des espèces différentes. Et c'est comme ça, tout simplement, qu'on a des espèces entre guillemets cousines de l'espèce humaine, que sont par exemple les chimpanzés et les bonobos, pour les plus connus, qui sont en fait nos cousins génétiques puisque nous avons un ancêtre commun. Donc il y a des millions d'années, eh bien, tout simplement, les chimpanzés et les êtres humains n'étaient qu'une seule et même espèce, qui a eu ensuite deux sous-espèces, ou plus, peu importe, et que ces espèces ont évolué chacun de leur côté, jusqu'à créer Homo sapiens et les chimpanzés. Nous sommes toujours cousins génétiques, mais nous sommes incapables d'avoir des enfants ensemble. Voilà, tout simplement. Donc maintenant qu'on sait ça, on peut spéculer sur le fait que oui ou non, l'être humain, l'espèce humaine, euh, possède ou non des sous-espèces. Et là, ça devient très intéressant. Pourquoi? Parce que le discours dominant aujourd'hui, en tout cas, attention, c'est important ça, c'est le discours qui domine en Occident. En fait. Ce discours domine en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. Donc déjà en Europe de l'Est, c'est différent. Et alors en Asie, alors là, c'est très très différent. Ce discours n'existe pratiquement pas. Et ce discours consiste à dire qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Euh, Déjà, c'est un non-sens scientifique puisque l'espèce humaine est une espèce et non pas une race. Nous ne sommes pas une sous-espèce d'un autre ensemble. Nous sommes une espèce à part entière. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour expliquer l'existence des sous-espèces, comment ça fonctionne et quel est le lien entre deux sous-espèces au sein d'une même espèce. C'est pas très compliqué en fait à comprendre, c'est assez intuitif, mais ça échappe quand même à pas mal de gens pour qui simplement parler de sous-espèces pour les êtres humains, c'est déjà un sacrilège. Donc on va regarder ensemble s'il y a une différence entre ce que pensent les journalistes, notamment Monsieur Pain, et ce que pensent les experts de ce sujet, donc de la biologie, de l'anthropologie, etc. Vous allez voir que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le discours dominant des journalistes, des personnalités publiques, c'est que les races n'existent pas, alors que dans le domaine scientifique, il n'y a absolument pas de consensus là-dessus. Et vous allez voir, je vais vous présenter des études, je vais vous expliquer. Pour ce qui est des anthropologues comme des biologistes, il n'y a pas de consensus sur l'existence ou non des races. D'accord? C'est très très différent de ce que pourrait vous dire un Monsieur Pain, un Usul, enfin vous savez, des littéraires comme ça de gauche qui n'ont absolument aucune connaissance des sciences. Ils vont vous dire des choses comme ça. Ils vont vous dire que le point de vue des scientifiques sur la question, c'est ça, alors qu'ils n'en savent strictement rien. Une chose qui est assez intéressante, c'est qu'il y a eu un déclin de l'utilisation du mot race dans les milieux scientifiques entre les années 70 et les années 90. En revanche, c'est quelque chose qui aujourd'hui est en train de s'inverser. C'est-à-dire que depuis les années 90, notamment grâce au progrès de la génétique, de l'ADN, etc., on en revient un petit peu de ça. C'est-à-dire que il y a eu une tendance de disparition un petit peu des manuels de biologie, des manuels de médecine, de l'utilisation du concept de race jusqu'aux années 90, mais c'est en train de s'inverser aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où on apprend plus sur la génétique, sur le rôle des gènes et tout ce qui est lié à ces choses-là, plus au contraire, plus on va du coup
revenir vers quelque chose de plus raciste, entre guillemets. Donc là, je vais vous montrer une étude qui a été effectuée par Anne Morley en 2008, qui mesure le nombre d'occurrences du concept de race dans les bouquins de biologie. Ce que vous pouvez voir, c'est que au fur et à mesure des années, jusque dans les années 90, la description non médicale de la race a décliné, mais il a recommencé à augmenter entre 90 et 2000. Et en ce qui concerne les descriptions médicales du concept de race, ils étaient de zéro dans les années 60 et aujourd'hui, 93% des bouquins de biologie parlent de race dans des termes médicaux. C'est assez intéressant. Il y a eu l'étude de Lieberman en 2004. Donc Léonard Lieberman a envoyé un questionnaire à ses confrères anthropologues en leur demandant si, oui ou non, ils considéraient le concept de race comme étant valide scientifiquement. Alors ce qu'on peut voir, c'est que on parle bien de 2004, hein. On n'est pas en 1920 ou 1930. Donc en 2004, 31% des anthropologues d'Amérique du Nord reconnaissent l'existence des races, 69% nient l'existence des races. En Europe, 43% reconnaissent l'existence des races. Et toujours en Europe, donc 53% nient l'existence des races. Donc, vous verrez qu'effectivement, il manque des pourcentages, mais ce sont sans doute des gens qui ne se sont pas prononcés. Donc en 2009, on a également l'étude de Katarzyna Kazika, qui a posé la même question à des anthropologues d'Europe de l'Ouest et d'Europe de l'Est, et qui a ensuite divisé les résultats par groupe d'âge. Donc dans l'Est, pour les anthropologues âgés de 21 à 35 ans, 92,9% reconnaissent l'existence des races. Donc il y avait sur les 14 personnes interrogées, 13 avaient dit qu'ils reconnaissaient l'existence des races et une avait dit qu'elle ne reconnaissait pas l'existence des races. Dans l'Ouest, là on est un peu sur plutôt 33%. Donc 33% des anthropologues de l'Europe de l'Ouest reconnaissent l'existence des races. Ce qui fait que 66% nient l'existence des races en Europe de l'Ouest. Ensuite, pour le groupe d'âge 36 à 55 ans, pour l'Est, c'est 50-50. Donc que ce soit dans l'Est ou dans l'Ouest, les anthropologues âgés de 21 à 35 ans sont plus susceptibles de reconnaître l'existence des races que ne le sont les anthropologues de 36 à 55 ans. C'est-à-dire que ceux qui sortent aujourd'hui des écoles, et donc qui sont censés avoir obtenu donc, des études plus récentes, une formation plus à jour, sont plus susceptibles de reconnaître l'existence des races. Pour ce qui est des gens de plus de 56 ans, des anthropologues de plus de 56 ans, on a 75% dans l'Est qui reconnaissent l'existence des races et 38,46% dans l'Ouest. Donc il y a eu, comme je le disais, en fait, il y a eu un déclin de, de la reconnaissance de l'existence des races pendant une période, mais aujourd'hui, ça commence à être l'inverse. C'est-à-dire que avec le savoir que l'on obtient, grâce à la génétique, etc., on commence à en revenir un petit peu de l'antiracisme scientifique. Ça n'existe pratiquement plus en réalité. Donc Lieberman avait également fait une autre étude en 92 où il comparait les livres de biologie et les livres d'anthropologie et il regardait combien d'entre eux acceptaient l'existence des races et combien d'entre eux niaient l'existence des races. Combien d'entre eux étaient également neutres sur la question. Ce qu'on peut voir, c'est que ce soit en biologie ou en anthropologie, ce qui a augmenté le plus, ce sont les livres neutres, c'est-à-dire ceux qui ne prennent pas de position sur l'existence des races. Et on peut voir également qu'en tout cas, jusque dans les années 80, au niveau des livres de biologie, la majeure partie acceptait l'existence des races, suivie ensuite par les livres neutres, et enfin en dernier, très loin derrière, qui niait l'existence des races. Donc à la même époque, Lieberman avait envoyé un questionnaire à ses confrères et avait rangé les résultats par niveau d'études et par domaine d'expertise. Donc ce qu'on peut voir, c'est que pour ce qui est des biologistes, la vaste majeure partie des biologistes, quel que soit leur niveau d'études, étaient d'accord avec l'existence des races. Là d'ailleurs où l'existence des races était le plus prononcée, c'était au plus haut niveau d'études, c'est-à-dire PhD, donc doctorat. Les autres
qui étaient en dessous, donc master degré, etc., étaient plus susceptibles d'être neutres ou de ne pas être d'accord avec l'existence des races. Donc en somme, en 92, lorsque Lieberman a envoyé ce questionnaire, la majeure partie des biologistes étaient d'accord avec l'existence des races, et plus ces biologistes avaient d'années d'études au compteur, plus ils étaient d'accord avec cette assertion. Donc contrairement à ce que beaucoup de gens affirment, ça n'est pas aussi simple que ça. Les experts dans le domaine de la biologie et de l'anthropologie ne sont pas... Il n'y a pas de consensus, déjà. Premièrement, il y a différentes opinions. Et également, le consensus n'est certainement pas que les races n'existent pas. C'est faux. C'est ce qu'on entend très souvent de la part des journalistes. Les journalistes aiment beaucoup dire ça. Mais ce n'est pas ce que pensent les biologistes, tout simplement. Ni les anthropologues. En tout cas, pas tous. Donc pour revenir ensuite rapidement au concept de sous-espèce, on pourrait se dire que peut-être l'être humain, les groupes d'êtres humains n'ont pas assez de distance génétique les uns avec les autres pour qu'on puisse qualifier l'être humain d'espèce possédant des sous-espèces. Alors on peut comparer l'hétérozygosité des êtres humains entre eux avec l'hétérozygosité d'autres espèces dont on sait qu'elles possèdent des sous-espèces. Et là, c'est assez intéressant, puisqu'on peut voir que, suivant les études, l'hétérozygosité des humains est entre 0,69 et 0,77. D'autres espèces avec soit une hétérozygosité similaire ou supérieure à celle des êtres humains, qui possèdent des sous-espèces. La question est donc la suivante. Si les êtres humains ne sont pas plus similaires les uns aux autres que les animaux pour lesquels nous avons créé des sous-espèces, qu'est-ce que l'être humain a de spécial qui l'empêcherait d'avoir des sous-espèces? Alors un autre argument pourrait être, par exemple, que la divergence n'a pas été assez longue pour créer des sous-espèces. Donc là, encore une fois, comparons-nous au reste du règne animal, puisque nous faisons partie du règne animal. Eh bien, on peut voir que l'être humain, qui aurait à peu près 100 000 ans de divergence, donc l'être humain avec ses 100 000 années de divergence, n'est pas très différente en fait d'autres espèces qui sont même plus récentes, qui ont eu donc une divergence qui est apparue plus récemment. Donc voilà qui conclut en fait la première partie de cette série de vidéos. Donc, cette première partie était sur la taxonomie, l'évolution, la divergent evolution, et également le point de vue des experts sur la question de l'existence ou non des races. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt pour la suite.